Alors, c'est une table ronde virtuelle, évidemment. Donc, vous allez voir apparaître nos 4 invités. Nous avons John Husk, que je vous ai déjà présenté, conseiller municipal à la ville de Drummondville. Jean-Philippe Meloche, professeur agrégé à la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Marie-André Pichette, directrice générale de la Régime. On a jusqu'à 11 heures avec vous et je vais prendre peut-être un petit peu plus de temps pour notre invité surprise, j'allais dire, André. On t'a pas présenté tantôt, tu n'as pas fait de conférence, mais tu es là parmi nous pour la table ronde. Peux-tu te présenter? Tu as plusieurs chapeaux, toi aussi. Qu'est-ce que ça mange en hiver, centre de gestion des déplacements, etc. Bonjour Aline, bonjour tout le monde. En fait, merci au Regroupement national des Creux d'avoir organisé tout ça. En fait, moi avec, effectivement, j'ai beaucoup de chapeaux. Là. Je suis directeur du Centre de gestion des déplacements de la Mauricie, Centre du Québec, qu'on appelle Roulon Vert. Je suis vice-président pour l'Association des centres de gestion de déplacement. Je suis aussi président du Creux Mauricie et vice-président du RN. Je vais arrêter là, ça va être correct. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un centre de gestion des déplacements? En fait, on est mandaté par le ministère du Transport. On est des organismes indépendants, des OSBL. Et on a comme mandat, en fait, de trouver des solutions, des alternatives à l'automobile pour diminuer un peu la pression que l'automobile fait sur le réseau routier, en fait. C'est qu'on aide donc les entreprises, les institutions privées ou bien publiques pour trouver des solutions, autant pour leurs employés que pour aussi l'aménagement du territoire et l'aménagement de solutions, la mise en place de solutions, dans le fond. Ça serait le résumé pas mal, si ça te va. Oui, ben c'est bien parfait. En fait, c'est un peu le volet qui était abordé tantôt par Jérôme au niveau de la gestion de la demande. Ça va en plein là-dedans. Il y a beaucoup d'acronymes et d'expressions éventuellement que avec lesquelles le public est moins connaissant. Donc, c'est parfait d'avoir introduit cette façon-là. Alors, je suis ravie de vous avoir tous ensemble, autant complémentaires que vous êtes les uns que les autres. Pour échanger avec vous sur les enjeux, la mobilité durable, les exemples à fournir. J'aime bien quand on commence une année, en plus une année assez particulière, faire un peu le bilan du passé pour se dire ce qu'on veut plus et quels ont été les bons coups à reproduire. Et quels sont les pas à faire pour la suite avec les circonstances un peu particulières qu'on vit en ce moment. Je vais vous demander si l'un d'entre vous avait une boule de cristal ou si chacun, vous pouvez la faire tourner pour vous la prêter par la suite. Donc, dans le fil conducteur, j'aimerais ça qu'on fasse un petit topo des erreurs du passé, des aménagements qu'il faudrait arrêter de reproduire. On voit qu'il y a des leviers pour les municipalités, pour les citoyens, pour les entreprises. Donc, on voit, ça a été mentionné déjà en conférence aussi, on voit que élargir une route, ça induit la plupart du temps l'augmentation du nombre de véhicules sur celle-ci. On constate que des infrastructures telles que des autoroutes, des voies ferrées peuvent constituer de véritables barrières physiques, défavoriser la mobilité active. On voit des quartiers industriels ou résidentiels qui continuent à être construits sans mixité. Donc j'aimerais ça vous entendre là-dessus, puis voir quels sont les leviers pour chacun. Donc peut-être je passerai la parole à André, John par la suite, si ça vous convient. C'est certain que si on parle des erreurs du passé, ça a été, on en a parlé ce matin, on a beaucoup développé pour l'automobile. Et puis, en fait, on a aussi, avec le temps, développé le transport collectif beaucoup en silo. En fait, il y avait plus de concertation régionale avant ça. Et puis après ça, on a donné vraiment le mandat de développer le transport collectif par les MRC. Et le problème que ça l'induit, c'est qu'il y a plusieurs MRC dans le meilleur des mondes, tout le monde se parlerait pour que les réseaux soient interconnectés, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. C'est qu'il y a quand même à travailler le fait
que le réseau de transport. En fait, les régions administratives, c'est des frontières qui sont administratives. Les zones de déplacement naturel des gens ne s'arrêtent pas aux frontières administratives qui sont faites par des fonctionnaires ou par des institutions. Il faut penser au-delà de ça. Puis éventuellement, ça commande le fait qu'il faut avoir une concertation locale, régionale et nationale éventuellement pour réussir à avoir un réseau qui a du sens. Un autre des erreurs du passé qu'il faut faire attention, c'est que souvent, on a, surtout en région, là, dans les milieux métropolitains, les sociétés de transport desservent bien généralement les quartiers centraux. Là, ils ne sont pas parfaits, mais généralement, les quartiers centraux sont bien desservis. En région, souvent, on a eu tendance à développer les réseaux de transport pour pallier aux gens qui n'étaient pas capables de se payer un automobile. C'est qu'on a fait des réseaux de transport avec des finalités pour des gens qui sont des clients occasionnels. Alors que si on veut remplir un réseau de transport, il faut miser plus sur le fait que ce soit des étudiants qui vont utiliser le transport 5 jours semaine ou bien des employés qui, eux autres, vont l'utiliser 5 jours semaine. Si la finalité d'un réseau de transport est pour aller à l'hôpital, on souhaite qu'à part si la personne travaille là, il ne va pas 5 jours semaine. Même chose avec un centre d'achat. C'est qu'il faut revoir pour répondre aux besoins en fait, de déplacement régulier des gens, plutôt que de miser sur des populations, ou en tout cas des segments de population qui ont des besoins occasionnels sur le réseau. Ça n'empêche pas qu'il faut les desservir, on est capable de faire les deux, mais il faut quand même que la finalité soit plus sur la clientèle régulière. Merci André. Est-ce que, John, vous auriez quelque chose à rajouter, évidemment? Oui. Oui, bien, j'ai pensé à 3 points, je pense, qui seraient importants en regardant vers le futur, en considérant ce qui était fait par le passé. La première des choses, je pense, dans les organisations municipales, on doit avoir une approche, une planification d'ensemble, parce qu'on parle de mobilité durable ce matin, mais dans les faits, la conservation des milieux naturels, les saines habitudes de vie, la réduction des coûts d'entretien d'infrastructures, c'est toute la même chose, tout est interrelié, c'est un système. Et donc, je pense que la fameuse approche, la fameuse notion de ne plus développer en silo, c'est fondamental, mais ça, c'est pas évident parce que c'est une culture qui est partout, là, dans toutes les organisations. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de se doter de processus pour le travail d'équipe et de concerter les enjeux. Il ne faut pas opposer les objectifs. On a tendance à faire ça, mais c'est une priorité, je verrais. La deuxième chose, bien, je pense qu'il faut qu'on se concentre beaucoup en termes d'infrastructure, notamment. Il faut qu'on se concentre à entretenir ce qu'on a déjà. On a une tendance des municipalités à élargir l'assiette foncière pour aller chercher les nouveaux revenus quand on peine à payer ce qu'on a déjà. Pour les gens que ça intéresse, c'est l'approche de l'organisme américain Strong Towns. Si vous avez la chance de jeter un coup d'œil à ça, ça, c'est la base de maintenir ce qu'on a déjà. Et c'est quelque chose qui résonne auprès du grand public. C'est normal. Après ça, il faut qu'on s'améliore en termes de participation du public. On ne peut pas, par exemple, arriver, et puis je m'inclus là-dedans, arriver à une soirée de consultation, illustrer aux gens, bon, voici votre rue, et voici un schéma urbanistique, quasiment d'ingénierie, voici ce qu'elle va avoir l'air qu'on pense faire. Les gens, ils ne pensent pas en fonction de ça. Fait qu'il faut vraiment s'améliorer dans la façon qu'on approche et qu'on communique le public pour les impliquer. Et aussi, un point 3B peut-être, c'est qu'il faut rentrer la notion d'équité dans notre réflexion. Équité entre les générations, mais équité entre les gens, réduire les inégalités sociales et s'occuper des gens plus vulnérables. Voilà. Oui, ben merci beaucoup. Oui, ça répond bien à la question. Je ne sais pas si Jean-Philippe ou Marie-André, vous aviez à rebondir là-dessus ou sinon j'aurais d'autres questions. Bien, juste peut-être prendre 30 secondes pour argumenter dans le même sens que ce qu'André a dit. Moi, ça me parle beaucoup la gestion en silo, que les frontières ne doivent pas exister dans le développement du transport puis dans notre vision de comment on le fait. Je crois que la régie a un bel exemple dans le sens qu'on n'a pas de réflexion à avoir sur les masses de population qu'on déplace,
d'un territoire à un autre ou d'un service à un autre. Il n'y a pas de considération de fuite commerciale ou de fuite au niveau des services médicaux. On voit vraiment l'ensemble du service sur l'ensemble du territoire sans se casser la tête avec les frontières des MRC. Et je pense que cette vision-là, elle est majeure dans notre perception de développer le transport. Puis, je crois aussi que la vision en silo a plus sa place dans le développement là, de la mobilité sur notre territoire. Jean-Philippe, quelque chose à rajouter? C'est beau? C'est bon. Alors, oui, mais peut-être que je compléterai aussi avec l'idée qu'il existe aussi des leviers. On a quand même des bons exemples, comme ça a été mentionné dans ces conférences. Et il existe des leviers quand même réglementaires aussi pour pallier à ça. Je pense à certains arrondissements à Montréal qui prennent en considération aussi le fait que des générateurs de déplacement, des nouveaux projets, lorsqu'ils arrivent, qu'ils puissent être accueillis de la bonne façon, puis des fois de mettre en place un règlement qui va permettre de prendre en considération la mobilité durable dans les projets, peut faire toute la différence. Il y a également évidemment cette mixité à penser en amont. Et lorsqu'il y a des nouvelles infrastructures, même si c'est des infrastructures pour le transport collectif qu'il faut vraiment penser dans le sens de désenclaver, parce que des barrières physiques, évidemment, sont des freins en premier à la mobilité active. Tu sais, le quartier résidentiel séparé du quartier industriel où il pourrait y avoir le déplacement le plus court, éventuellement, tu prends ton auto parce que c'est plusieurs kilomètres pour t'y rendre. Finalement, le vol d'oiseau ne s'applique pas pour nous, malheureusement. Donc, oui, pas mal de leviers et finalement d'exemples à prendre en considération. Je trouve que c'est très, très inspirant ce que vous faites dans vos régions, c'est parfait. Le levier financier, on en a parlé allègrement. Je trouve que c'est vraiment un levier. En effet, je parlais du nerf de la guerre, là. Et j'ai aimé ça aussi que Monsieur le ministre Charette nomme le financement comme un investissement, l'investissement dans les transports en commun. J'ai entendu des mots qui me font chaud au cœur parce que souvent, on le voit plus comme un investissement, puis une dépense finalement, plus comme une dépense, pardon, plutôt qu'un investissement. Donc, il y a tout ce volet-là des transports alternatifs qui sont comme un poids alors qu'on dit qu'on investit dans des routes. Il y a en effet un changement de paradigme important à faire. On a parlé d'écofiscalité tantôt. On a parlé de l'électrification finalement qui pourrait devenir un enjeu parce qu'on manquerait de finances pour la suite. C'est ça, j'aimerais ça vous entendre de votre côté par rapport aux leviers financiers qui pourraient être mis en place peut-être plus logiquement et aussi dans les circonstances à venir. Peut-être je vais commencer par Jean-Philippe, puis si d'autres veulent rebondir. Oui, ben en fait, sans redire ce que j'ai déjà dit dans ma conférence, c'est sûr que dans les leviers financiers, on a un grand défi. Je pense que Jérôme Laviolette l'a dit, Samuel Pagé-Plouffe l'a dit aussi, je l'ai répété. On ne peut pas entamer une politique de mobilité durable sans avoir non seulement les fonds nécessaires, parce que c'est même pas une question d'avoir les fonds nécessaires, mais c'est une question d'utiliser les outils financiers à bon escient. Et moi, j'essaie souvent de séparer cette question-là, c'est-à-dire que si collectivement on veut financer la mobilité durable, on peut lever n'importe quel type d'impôt et on va y arriver. C'est pas une question de choisir lequel. Par contre, si on veut envoyer le bon signal dans le marché, bien, il faut absolument que les gens qui prennent la voiture trouvent des contraintes. Et là, l'idée, c'est pas d'empêcher les gens de se déplacer pour aller travailler ou pour se nourrir, mais l'idée, c'est juste de mettre des contraintes financières, d'augmenter le coût du déplacement par automobile. Et
autant que possible diminuer le coût des autres types de déplacements. Et ça, on ne pourra pas le faire en gardant les taxes sur l'essence au niveau qu'elles sont actuellement. C'est le même niveau que les années 90. Donc, de manière relative, le coût d'usage de l'essence en termes de taxes diminue d'année en année, non seulement parce que les véhicules sont plus efficaces, mais en plus parce que le taux lui-même ne bouge pas dans le temps. Donc, on a vraiment une réflexion à avoir, à se dire comment est-ce qu'on peut augmenter les charges de l'automobile sans étouffer les gens et sans les empêcher de vivre, tout en essayant de leur offrir en parallèle des options qui leur permettent d'éviter de prendre leur voiture. Et je dirais qu'on est assez statique depuis plusieurs années à ce niveau-là. Les solutions ne sont pas si originales que ça, puis ne sont pas hors d'atteinte non plus. Je pense qu'il y a peut-être juste un manque d'élan. Oui, un manque d'élan. Je me dis aussi, lorsqu'on fait des planifications long terme, on se dit, bon, on ne part pas les derniers. Tu sais, ça a l'air que quand même en Amérique du Nord, le Québec se démarque. C'est sûr que si on se compare avec le reste du monde ou l'Europe, on voit cette différence. Mais ça prend du courage finalement pour aller de l'avant. Puis quand on se met des échéanciers un peu plus long terme, éventuellement, ce que ça a pour effet, c'est de se dire bon ben on part pas les derniers. Puis le pas est pas si grand. Puis on va y arriver. Mais je pense qu'on en est à faire un virage concrètement pour pouvoir atteindre ces cibles. Donc, quand je parle de courage, je pense que ça doit sonner des cloches chez vous aussi. Quel type de mesures concrètes, là, on pourrait peut-être mettre en place? J'entends la régime, j'entends dans le Bas-Saint-Laurent aussi le Conseil régional de l'environnement qui est en train de mener le même type d'initiative. Donc, il y a des petites flamèches qui se lèvent, mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place au niveau des régions? Quelles sont les actions qu'on pourrait mettre en place au niveau de l'écofiscalité? Je peux peut-être me permettre d'intervenir. En fait, nous, l'approche à la ville pour le plan de mobilité durable, c'est que quand je parlais que tout au long du processus, on a impliqué les différents services municipaux, on a établi des objectifs, on a pris des orientations, on a fait un plan d'action. Quand on est arrivé au bout de tout ça, on l'a chiffré. On s'est fait un cadre financier parce que c'est 2020-2040, mais le premier plan d'action concret est 2020-2024. Et on a chiffré à l'interne, c'est le coût de tout ça. C'est arrivé à un montant X. Et on s'est assis avec la direction générale et le trésorier parce que la ville, dans son ensemble, elle a un cadre financier global. On a une cible d'investissement à chaque année qui fait en sorte pour limiter l'endettement. Et on a travaillé avec ces services-là pour voir, nous, le montant qu'on aurait besoin, comment est-ce qu'on peut l'insérer dans le cadre financier et à partir qui est prévisible pour le conseil municipal. À partir du moment où on a trouvé une façon de l'intégrer dans le cadre financier, quand on revient au conseil à chaque année, à moins qu'il y ait un changement politique, c'est compris dans le cadre financier, ça fait partie des orientations, donc on l'a déjà. Donc, on n'a pas une approche on tente de financer ce qu'on a besoin nous-mêmes par la ville, et après ça, on va tenter après d'aller chercher, exemple, des subventions pour baisser le coût, mais on ne dépend pas directement des programmes de subvention ou autre chose. Merci. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait rebondir là-dessus? Je dirais, si ça te va, premièrement, tu parlais tout à l'heure de courage. J'ai une petite anecdote. En fait, on a participé au chantier sur le financement là, qui a eu lieu dans toutes les régions, puis partout, l'idée de la taxe sur l'essence, la taxe kilométrique, puis ça revenait. Puis l'idée de la taxe sur l'essence, présentement, les régions ont le droit de s'en prévaloir. Présentement, il y en a très peu qui s'en prévaut. Là, entre autres, il y a le régime, mais il y en a très peu. Puis, en fait, les représentants du gouvernement national posaient la question, la taxe sur l'essence, qu'est-ce que vous en pensez? Bien oui, ça nous permettrait de financer
dépenser tout ce qu'on a. Ben, seriez-vous prêts à la mettre en place? Non, non, pas nous autres. Il ne faut pas que ce soit nous autres. C'est que le gouvernement local dise non, non, on ne veut pas implanter ça parce que politiquement, ça a un coût, ces mesures-là. Là, quand on parle de courage, là, c'est sensible quand on parle de financement du transport. C'est que le local ne veut pas prendre l'odieux, je dirais, puis le national non plus pour les mêmes raisons. C'est que tant qu'on ne sortira pas de ça, ben, c'est certain qu'on n'y arrivera pas. Puis une des choses que je voulais ajouter, parce que on parle beaucoup du coût des actions, John a bien décrit, il faut se mettre un cadre financier, parce que se faire un plan sans se mettre un cadre financier, on ne se rendra pas loin. Il y a aussi les ressources humaines, ceci dit, parce que ça prend aussi des compétences pour faire avancer la chose qui n'est pas présent partout au Québec. Mais le coût des actions, on est capable de le chiffrer facilement, puis peut-être que Jean-Philippe va pouvoir continuer là-dessus, mais on ne parle pas du coût de l'inaction. Puis si on laisse aller les choses, il y a un coût qui est énorme, qui va être difficile à aller rechercher. Ça va coûter beaucoup plus cher d'essayer de réparer les erreurs ou de laisser aller les choses que d'agir tout de suite. C'est que faut quand même aussi considérer ça, parce que si on considère juste le coût de l'action, effectivement, on va dire c'est une dépense. Puis même des fois, on voit ça comme un mal nécessaire. Mais dans la vraie vie, si on calculait vraiment tous les coûts de l'inaction, possiblement qu'on verrait que l'investissement en vaut la chandelle. Ben, je vais rebondir, oui, je vais rebondir là-dessus. André m'a lancé, m'a fait une passe, là. Le coût de l'inaction, je pourrais l'illustrer avec juste le phénomène de la congestion. Je comprends que c'est très montréalo-centriste, un peu comme la congestion, ça touche pas tous les Québécois, mais ça a un coût énorme, la congestion. Et le seul outil qui a démontré son efficacité pour contrôler la congestion, c'est la tarification routière. Donc, quand on fait la promotion de la tarification routière, on dit, écoutez, on est capable d'internaliser les coûts de congestion. C'est donc dire que le fameux milliard, ou tu sais, tantôt, Samuel a jusqu'à 4 milliards, là, bon, ces milliards de dollars-là qui sont perdus économiquement, qu'on a jetés aux poubelles en termes de valeur, on est capable de les récupérer dans la tarification. Et avec ça, on est capable de réduire d'autant les impôts sur le revenu des personnes ou les impôts fonciers. Donc, on est capable de renvoyer la valeur vers les gens. Ceux qui payent le tarif de congestion ont des rues ou ont accès à des routes avec moins de congestion. Ceux qui ne veulent pas le payer changent leur comportement, donc vont migrer vers le transport en commun, vont trouver des astuces pour ne pas le payer. Et éventuellement, collectivement, on va payer moins d'impôts, puis on va avoir des transports qui vont être... Donc, la logique, elle est là. On peut expliquer l'histoire aux gens. Par contre, ce qui devient très, très difficile, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens que le bénéfice, ils vont vraiment l'avoir. C'est comme si ce bénéfice-là, les gens n'étaient pas capables de l'escompter. Ils n'étaient pas capables d'imaginer une route sans congestion parce qu'elle était payante. Tout ce qu'ils sont capables d'imaginer d'escompter, c'est le prix du péage. C'est la seule chose que les citoyens sont capables d'escompter. Et c'est ça qui fait qu'il y a un blocage qui se fait. Donc, même si on est capable d'expliquer, si vous ne faites rien, vous perdez 1 milliard de dollars de valeur à chaque année. Si vous payez le péage, on récupère le milliard puis on fait autre chose avec. Et les gens sont, non, on ne comprend pas comment que ça peut fonctionner. Et c'est pour ça que quand je parlais de communication, d'éducation, d'aller vers les gens puis de leur dire collectivement, les endroits où on a mis des péages urbains, entre autres, pour contrôler la congestion, l'économie fonctionnait mieux après qu'avant. La moyenne des gens était plus riche après qu'avant. Mais c'est vrai qu'il y a certains individus qui, eux, ont perdu au change. Autrement dit, il y a des gagnants dans le système actuel qui profitent des pertes qui, eux, font subir à tous les autres. Et ces gagnants-là, on ne réalise pas à quel point ils sont convaincants quand ils se mettent à parler. Et ils ont un discours qui rassemble beaucoup. Et c'est ça qui est très difficile. Donc, je pense que par l'éducation, plus on va en parler, plus les experts vont le dire, plus on va dire, plus tout le monde va pointer dans la même direction, éventuellement, la population va embarquer. Et, tu sais, c'est pas à négliger, là, mais 95% des électeurs sont très dépendants de l'automobile. OK? Donc, pour gagner une élection en disant que vous allez taxer les automobiles, il faut que vous soyez dans un quartier central de la ville de Montréal, puis encore. Donc, il y a très peu d'endroits au Québec où vous pouvez rassembler les gens en disant que vous allez taxer les automobiles. Parce que les électeurs sont non seulement des automobilistes, mais aussi dépendants de l'automobile. Donc, ils ont de la difficulté à imaginer comment ils pourraient ne plus utiliser leur automobile, ce qui fait que quand on aborde ces sujets-là, ça les touche profondément.
Merci beaucoup pour ce tour de table. Ça démontre aussi qu'il y a encore besoin de sensibilisation. On a vu des fois des enveloppes financières pour subventionner des projets de sensibilisation diminuer. On en est toujours à l'ère de la sensibilisation et je vais pas dire malheureusement, mais je pense que c'est aussi un message à passer au gouvernement pour qu'on continue à planter le clou parce que c'est ça, si on veut passer à l'action, il va falloir en effet sensibiliser et bien communiquer. Ça me fait penser aussi à un autre constat qui est, tu sais, j'ai ma voiture, donc je vais l'utiliser. J'ai mon stationnement qui est payé par mon employeur, donc je vais y aller, tu sais, parce que de toute façon, c'est inclus. Puis l'employeur qui a déjà construit son stationnement, va l'offrir de toute façon gratuitement, puisque c'est déjà là. Donc, il y a aussi ce bout, je trouve, qui est important. Je parlais de plusieurs nerfs de la guerre, la communication, le financement. Je trouve que le stationnement est aussi un point crucial à aborder. Si on met pas un frein, si on laisse aller, on se retrouve avec des îlots de chaleur à perte de vue. J'ai l'initiative du Conseil régional de l'environnement de Montréal qui me vient à l'esprit avec l'attestation stationnement éco-responsable. Donc, c'est bien quand on fait attention à la gestion des eaux pluviales, quand il y a une belle canopée qui va nous permettre de réduire les îlots de chaleur, puis qu'il y a des plans de gestion des déplacements qui sont intégrés par l'entreprise. Puis c'est comme des carottes que je trouve vraiment intéressantes à implanter et qui vont probablement pouvoir voir le jour partout au Québec. Puis ça s'appelle une carotte, mais il y a aussi le bâton à mettre en place pour que ça fonctionne bien. Donc il y a aussi les règlements qui vont faire en sorte qu'on arrête de mettre des minimums de construction de stationnement et que finalement on mette plutôt des maximums, tu sais. Et ça aussi, ça prend du courage et il y a de plus en plus d'initiatives en ce sens. Donc oui, ça se fait, mais il faut que ça se communique bien aussi et que ces coûts soient mieux perçus aussi par chacun parce que oui, entretenir un stationnement, ça a un coût et venir en auto seul, ça a un coût également, tout à fait. Et ça m'amène sur l'idée du cocktail transport et de toutes les alternatives qu'on trouve. Moi, je travaille dans toute la région métropolitaine élargie, mais tu sais, quand on arrive en région, c'est rapide qu'on me dit, mais c'est facile de parler de toutes ces alternatives au centre-ville parce qu'évidemment, elles y sont toutes. On a Communauto, on a le Bixi, on a un réseau en étoile, en train qui nous amène au centre-ville. Mais en région, c'est possible aussi, ça a été démontré. J'aimerais ça peut-être avoir ce feedback au niveau d'une société de transport, comment la mobilité durable dans son ensemble doit être intégrée. Et peut-être, André, t'entendre aussi si tu as des exemples d'actions comme ça, de mobilité alternative gagnante, ça serait apprécié. Donc, Marie-André, peut-être je te laisse la parole pour... Mais en fait, oui, l'espèce de cocktail de transport en région est un défi immense et probablement le même partout, là, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, mais ça va avoir un impact majeur sur la motivation de la personne à utiliser un transport autre que sa voiture. Parce que la solution en région, la solution la plus facile, c'est difficile de demander aux foyers et aux familles de ne pas avoir de voiture du tout en région. Parce qu'il y a quand même un besoin essentiel là. Donc, il faut amener les gens à avoir la réflexion et leur faire une offre justement de cocktail, de façon de se déplacer qui va être tellement intéressante qu'elle va être plus simple que l'option de je vais prendre ma voiture qui est dans ma cour, embarquer dedans, puis aller à l'objectif de mon déplacement. Ça reste que la voiture est la plupart du temps la solution la plus facile. Fait qu'il faut amener à offrir une multitude de services sur le territoire qui va les intéresser, qui va les amener à avoir une réflexion haute sur leur façon de se déplacer. Parce que dans les régions éloignées comme la nôtre, oui, la régie a
à la base, établir un réseau de transport en commun, donc un réseau de transport en autobus, dans la limite de ce qu'elle peut faire au niveau budgétaire et du territoire. Mais si la personne, en arrivant au bout de la ligne d'autobus, n'est pas rendue à destination ou elle a besoin d'aller, elle ne prendra pas l'autobus. Fait que la régie prend tranquillement, dans les dernières années, dans les années à venir, la réflexion sur d'amener cette personne-là vraiment à destination, que ce soit par notre plan de mobilité va servir à ça. Il faut leur offrir des options de covoiturage, des options de voiturage. L'industrie du taxi en région est très difficile, a beaucoup de difficultés et c'est une option qui est majeure pour les gens pour justement couvrir, je dirais, le premier dernier kilomètre qu'on parle souvent dans nos façons de se déplacer. Le vélo doit être beaucoup plus facile. Il y a vraiment un investissement majeur en région à faire pour amener les gens à concevoir le vélo et non pas comme un loisir, mais comme un mode de déplacement. Parce qu'en région, c'est souvent plus un loisir qu'une façon de se déplacer. Puis ça devrait être l'inverse. Alors oui, c'est un défi majeur, mais c'est possible de le faire. Mais il y a beaucoup de travail à faire, ça, j'en conviens. Merci Marie-André. Est-ce qu'André, tu voulais rebondir sur des actions en termes de cocktail transport en région? Oui. En fait, Marie-André a bien mis la table. Là, en fait, c'est drôle parce que dans la tête de beaucoup de gens, quand on parle de mobilité durable, on pense automatiquement à l'autobus, mais il y a autre chose qu'on peut mettre en place. Puis, une des solutions, veut pas, en région, c'est le transport à la demande. Là. C'est que peu importe de quelle façon, comme disait Marie-André, ça pourrait être du covoiturage, oui, dans un sens. Ça peut être une forme de taxibus, le Uber ou peu importe comment est-ce qu'on les appelle, mais les services de transport par automobile. Ça peut être de l'autopartage. Probablement, si on se permet de rêver, en fait, une des meilleures choses qui pourrait être mise en place dans les régions, ce serait d'avoir des véhicules autonomes en autopartage parce que le véhicule autonome pourrait aller directement à l'origine puis amener la personne à la destination pour que ça, peu importe si c'est un arrêt de bus ou quelque chose du genre. On se permet de rêver, c'est pas demain que ça va arriver, mais on devrait le voir dans notre vivant. En fait, les véhicules autonomes prennent de plus en plus de place, puis il faut qu'on s'adapte à tout ça. C'est sûr qu'il y a des choses à faire entre les deux. Là, on n'est pas obligé d'attendre que la voiture autonome arrive, mais c'est certain, c'est ça. En région, le vélo, c'est une solution, mais pour effectivement plus les derniers kilomètres, parce que il y a des villes, en région, des fois, il y a beaucoup de kilomètres à faire pour arriver à destination. Je sais que John avait aussi il voulait intervenir tout à l'heure, c'est que je vais lui passer la parole pour qu'il puisse s'exprimer. Merci. John. Oui, en fait, c'est ça. Peut-être entre Montréal et Gaspésie et de la Madeleine, il y a Drummondville, à peu près. Mais chez nous, c'est une ville d'environ, j'arrondis, 79 000 de population au cœur d'une MRC de 105 000. Et on est toujours sur le seuil pour avoir un transport en commun qui tourne à longueur de journée. Et nous, tous ces modes-là sont complémentaires, surtout un milieu comme le nôtre, où les gens traversent la ville en auto en 15-20 minutes quand il y a un peu de congestion. La notion de proximité n'est pas pareille pour les gens que comme à Montréal ou en Gaspésie. Fait que nous, on lance un processus pour créer un réseau structurant à l'échelle de Drummondville. Là, on veut étudier comment densifier autour du transport en commun. Et au cœur de notre territoire, on a aussi la chance d'avoir un arrêt du train de Via Rail entre Montréal et Québec. Et on veut tenter d'arrimer, créer peut-être un pôle au centre-ville où on pourrait peut-être penser arrimer le terminus de transport en commun avec la station de train, parce que Via Rail a parlé dans les dernières années d'avoir un train à plus grande fréquence. Donc, comment arrimer le transport local avec le transport interurbain durable. Et aussi, en améliorant le transport en commun, le transport en commun, ce qui nourrit, c'est beaucoup le transport actif. Donc, où densifier autour du transport en commun, mais où améliorer les infrastructures de marche et de vélo autour de tout ça. Il faut tout réfléchir ça ensemble. C'est un peu comme ça qu'on voit l'intermodalité dans une ville comme la nôtre. C'est sûr qu'on a déjà aussi des supports à vélo sur le devant des autobus, mais ça, c'est une autre chose qui est complémentaire.
Excellent. Ben, je pense que ça a permis en tout cas d'avoir un beau portrait pan québécois de ce qui peut être fait en termes de cocktail transport. Donc oui, c'est possible à travers tout le Québec. Peut-être que je terminerai alors par justement ma question de nos vœux de nos vœux à venir. Tu l'as un petit peu lancé en allant même un peu plus loin avec les véhicules autonomes, mais c'est ça, j'aimerais ça avoir votre perspective, puis tout en prenant en considération aussi les circonstances un peu particulières qu'on vit. Il y a quelque temps, j'entendais des employeurs me dire regarde, enlève de nos plans d'action annuels là, que tu veux absolument nous faire du télétravail. Là, ça ne sera jamais possible. Alors, on en riait bien ces derniers temps à échanger là-dessus quand on se voyait en visioconférence, en télétravaillant chacun de notre côté. Donc, il y a des choses qui ont été bouleversées, peut-être positivement. Tu sais, le télétravail va pouvoir probablement diminuer certains déplacements. Il y a également un article que j'ai vu hier dans la presse, les statistiques 2020 qui enregistrent un record d'achat de VUS depuis les 10 dernières années. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait frissonner. Évidemment, il y a des réactions multiples. Hein. Donc, il y en a qui restent confinés, il y en a qui s'achètent leur première voiture pour se déplacer. Alors, c'est ça, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble dans ce qui est à venir avec ce sur quoi on fait face ces temps-ci. Comment vous voyez finalement quelles actions pour contrer finalement ces effets négatifs et au contraire appuyer cette tendance et le voir peut-être comme un levier, ce qu'on est en train de vivre pour diminuer les déplacements à l'auto-solo vers peut-être plus de sobriété et plus vers les alternatives. Alors, qui veut prendre la parole? Je peux me lancer. Oui. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est j'ose espérer. Je souhaite que de tout ce qu'on a vécu environ dans les dernières années, ça s'accumule au changement climatique, évidemment, notre sujet aujourd'hui, mais les enjeux d'infrastructure, de santé, de conservation du patrimoine paysager et compagnie. Moi, je souhaite qu'on prenne qu'on ait, c'est-à-dire, excusez-moi, une conscientisation sur le bien-être. Qu'est-ce que notre bien-être collectif et est-ce qu'on peut commencer à penser, à vivre et de planifier nos milieux de vie d'une façon où on est moins stressé, où on est mieux, où on a une économie prospère et de prendre cette vie, de voir dans cette lunette-là de bien-être global et de mieux planifier de façon intégrer nos milieux de vie et d'arrêter d'opposer des objectifs. Je pense que ce serait le moyen que je verrais pour aller de l'avant au lieu de foncer tête baissée dans des choses qu'on sait qui ne fonctionnent plus. Là. Merci, John. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait se lancer? Oui, je peux peut-être me lancer, oui. Dans le fond, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu dans la tendance actuelle, c'est qu'on a tendance à idéaliser un peu le télétravail en se disant, ça va nous rendre plus sobres en termes de mobilité, mais il faut faire attention que si le télétravail devient un outil pour se déconnecter des milieux urbains puis de se réinstaller de manière plus importante dans des milieux semi-urbains, voire ruraux, et d'augmenter, d'accroître de beaucoup la dépendance à l'automobile de l'ensemble des citoyens. Donc, pour moi, ce n'est pas une incohérence qu'on ait à la fois des achats de VUS et du télétravail. Tout le monde rêve d'avoir une maison dans les montagnes ou sur le bord d'un lac avec les voisins qui ne sont pas à vue, mais pour pouvoir se rendre, ça prend un VUS. Et du moment où on se met à tous télétravailler, ça ne veut pas dire qu'on va réduire notre mobilité, puis ça ne veut pas dire qu'on va avoir une mobilité plus durable. Donc, ce n'est pas suffisant comme condition. Par contre, si on se met à tarifer davantage l'usage de l'automobile et que les gens me disent « Oui, mais moi, je n'ai pas le choix d'utiliser mon automobile », on pourra leur répondre « Oui, vous avez le télétravail ». Donc, c'est un outil positif si seulement si ça s'accompagne d'autres choses, parce que tout seul comme ça, ça peut être inquiétant. Et quand je parle de milieu urbain, là, on a quand même un atout dans notre jeu là-dedans. C'est que je pense qu'on a oublié au Québec la valeur de la vie urbaine.
Et la vie urbaine, ce n'est pas seulement les quartiers centraux de Montréal ou de Québec ou de Gatineau. Moi, j'aime souvent rappeler aux gens, là, quand j'avais regardé des statistiques sur la mobilité en transport en commun ou sur les mobilités plus durables, j'avais fait ressortir que Saint-Hyacinthe et Rimouski sont les championnes nationales de la mobilité active, c'est-à-dire dans les déplacements domicile-travail, c'est là qu'on retrouve le plus de personnes qui choisissent la marche. Et pourquoi? Parce qu'on a des héritages historiques, les cœurs des villages. C'est la même chose à Drummondville. Là. Quand on va dans le vieux Drummondville, ça n'a pas été pensé pour l'auto, ça a été pensé pour les piétons. C'est déjà bien fait. On n'a pas besoin de le refaire. Mais avec le temps, on s'est comme détourné de ces héritages-là, puis on a cessé de reproduire aussi ce type de milieu-là, qui ne sont pas seulement possibles à fabriquer à Montréal, mais dans toutes les villes, même les villes de relativement petite taille, là, on est capable d'avoir un cœur villageois où on peut habiter, faire des courses, idéalement y travailler, avoir l'école à pied. Donc, on est capable de le faire, mais je pense que dans les dernières années, on l'a perdu. Là, si on fait juste prendre le nombre d'élèves qui pouvaient marcher à l'école il y a 15 ans, puis le nombre d'élèves qui marchent à l'école aujourd'hui, on peut juste voir qu'il y a un problème. Les écoles sont restées aux mêmes places, c'est les maisons qui ont bougé. Alors, peut-être que dans le futur, il faut garder ça en tête. C'est pas juste quel moyen de transport on utilise, mais c'est quoi notre choix de maison et comment on peut rendre certains milieux qui sont dits plus urbains, même en région, comment on peut les rendre attractifs pour que les familles choisissent de s'installer à côté des écoles, proche de l'hôtel de ville, à côté du bureau de poste, puis pas loin de l'épicerie. Après, s'ils utilisent leur automobile pour aller travailler, ça devient beaucoup moins pire que s'ils doivent prendre l'automobile pour aller à l'école, pour aller s'acheter une penne de lait, pour faire un loisir et pour travailler. Donc, on a des milieux, on a un héritage. Je pense que les villes ne sont pas conscientes de la richesse qu'ils ont entre les mains. Et je pense qu'il faut miser aussi beaucoup sur cet élément-là. Oui, merci de rappeler combien aménagement, urbanisme sont vraiment en lien avec la mobilité durable et pour ces exemples de villes piétonnes à reproduire tout à fait. André? Oui, bien justement, en fait, je rebondissais là-dessus parce qu'en réalité, puis John l'a abordé un peu tantôt, tu sais, il faut enlever les silos, puis en réalité, là où ça devient compliqué d'intervenir dans peu importe quel milieu, c'est lorsqu'il faut que tu essaies de rentrer le transport collectif, le vélo, la marche dans un quartier qui n'a pas du tout été pensé comme pour ça. Là, dans les nouveaux développements, souvent, il n'y a pas de trottoir. On recommence à en refaire parce que ça coûtait cher des trottoirs. Il faut les déneiger en plus, mais ça coûte quand même moins cher des trottoirs que la route en général parce que tu as aussi des externalités et des choses intéressantes comme le monde va être plus actif, le monde va être moins malade. Il y a plein de gains à faire. On recommence à faire ça. C'est qu'on l'avait perdu. En réalité, je pense que plutôt que d'essayer comment je dirais ça, de perdurer ça, il faut vraiment mettre la mobilité au cœur des décisions. Il faut regarder, tu sais, on veut construire une école, OK, y a-t-il un quartier résidentiel pas loin? Comment, tu sais, plutôt que de être le contraire, là, souvent on construit quelque chose, puis après ça, on se dit, hey, comment est-ce que je vais amener le monde là? C'est pas la bonne façon. Il faut penser en premier où est-ce qu'on va mettre les choses, construire au bon endroit, puis le bon mode de transport au bon endroit. Puis déjà, si on réussit à changer ce paradigme-là dans la planification territoriale, on va avoir gagné pas mal, on va se le dire. Oui, tout à fait. Puis, j'aimerais peut-être finir sur une touche avec vous, Marie-André, sur l'idée de la concertation qui est créée, notamment en lien avec tous ces élus qui sont finalement décideurs et qui permettent finalement aussi, grâce à votre implication avec le Conseil régional de l'environnement, de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité aussi, de concerter tous ces acteurs qui vont faire aussi que la mobilité va pouvoir aboutir parce que les conseils régionaux de l'environnement, les centres de gestion des déplacements, on travaille main dans la main depuis des années à promouvoir, mais en même temps, c'est pas nous qui faisons l'offre non plus. On est plus peut-être dans la gestion de la demande, dans l'information. Donc, il faut que tout le casse-tête finalement s'emboîte. Puis je trouve que vous êtes un exemple à suivre dans cette concertation. Quel serait le message finalement à passer peut-être pour d'autres organisations comme vous pour
aider finalement et donner l'étincelle qui pourrait faire en sorte que tout le monde puisse se concerter vers un même objectif qui est la diminution de l'utilisation de l'autosolo? C'est une grande question. Je dis souvent, moi, à l'époque que ça a été conçu, je n'étais pas nécessairement dans l'organisation, mais on a souvent eu des discussions sur le sujet. Il y a des... Je dis, il n'y a pas de recette gagnante, mais en même temps, il y en a une. Il y a comme une espèce de chimie au moment où ça a été fait et de concertation qui a été majeure, qui a été importante. Puis, sans faire là, le procès là, de ce qui s'est passé là, depuis, on a été très fort, très gagnant de l'organisation régionale de l'époque qui était la CRE, les fameuses CRE qui ont été dissous. La CRE en Gaspésie était très forte politiquement et je dirais que ça a été vraiment le pilier central de la création d'une organisation comme la nôtre. Les différentes plateformes, moi je pense que la solution, c'est vraiment la communication dans le milieu des élus, puis les différentes plateformes où tous les gens dont je vous ai parlé dans ma présentation, je suis privilégiée, je travaille avec 12 élus qui représentent le territoire au complet, qui représentent mon conseil d'administration et qui sont des gens extrêmement impliqués et qui participent. On a plusieurs plateformes de ce niveau qui regroupent les mêmes gens. Donc, la communication, elle est très fluide dans la région et les gens se parlent des projets, se concertent. Fait qu'il n'y en a pas tellement de solutions gagnantes. C'est ça, la solution, c'est de se parler et d'avoir une vision beaucoup plus large que moi, ma MRC, mon milieu. Oui, on a chacun nos priorités, on a chacun nos secteurs à défendre. Puis pour les élus, c'est leurs citoyens qui les ont mis à leur place, qui est leur priorité. C'est important, mais il faut vraiment que la vision soit beaucoup plus large. Du même titre qu'on dit qu'il faut voir l'investissement en transport comme justement un investissement et non pas une dépense, faut avoir une vision à long terme sur la mobilité puis sur le développement territorial. Oui, en Gaspésie, on est privilégié. On a aussi l'avantage d'avoir un inconvénient, un territoire très grand, une population très étalée. Tantôt, quand John parlait de la ville de Drummondville, il y a l'équivalent dans sa ville à ma population sur ma région au complet. Ça fait qu'on représente une petite masse sur un grand territoire, mais cette concertation-là. Puis l'autre secret, il faut amener ce développement-là comme une fierté. Moi, je défends souvent la régie et je défends notre taxe sur l'essence comme étant, on a été les premiers à le faire. C'est une fierté pour les Gaspésiens, ce qu'on a fait. Puis il faut le défendre de cette façon-là pour leur dire, allez de l'avant, soyez innovants, puis soyez-en surtout très fiers. Oh, quel beau mot de la fin. Alors, c'est bien parfait. J'ai bien noté la vision, avoir la vision commune, mais passer à l'action rapidement aussi. Alors, je vous remercie beaucoup, vous quatre, pour cet échange très intéressant. Je pense que je pourrais passer encore du temps avec vous à échanger et j'aurai encore plein de questions, mais on va devoir passer au salon des experts et des expertes. Donc, même